En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 47 000 €. Et nous faisons donc appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a le feu. Alors oui, à l'attaque. Il est ancien élève de l'École normale supérieure et diplômé de Sciences Po, et tout cela n'a pas empêché qu'il devienne un des brillants journalistes du Figaro. Paul Sugy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, et vous publiez un premier livre sur un sujet absolument explosif, l'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. C'est un ouvrage que vous retrouvez sur la librairie, sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com, vous en avez pris l'habitude. Vous évoquez dans votre ouvrage la notion de révolution antispéciste. Vous parlez, je viens de le dire à l'instant, de projet fou des antispécistes. Qu'est-ce qu'un antispéciste ? Parlons clairement. Qu'est-ce qu'un antispéciste et qu'est-ce qui le différencie d'un végan ? Alors effectivement, vous avez raison de rappeler qu'il y a un continuum de combats animalistes et que c'est une galaxie dans laquelle on peut trouver à peu près toutes les nuances de militants. L'antispéciste est deux choses. D'une part, c'est le plus radical d'entre tous, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Et d'autre part, c'est peut-être celui qui a l'approche la plus abstraite ou la plus intellectuelle de la question animale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a conceptualisé l'idée que entre l'homme et l'animal, il n'y aurait plus seulement de différence de nature, juste une différence de degré, et que au fond, la frontière entre les espèces, ce qu'il appelle le spécisme, hein, donc le fait de discriminer les espèces entre elles et d'avoir un comportement moral différent selon si vous interagissez avec un animal de ferme ou avec votre belle-mère, eh bien, lui donc dit que ce spécisme-là est une discrimination inique, injuste, profondément immorale, et donc l'antispécisme, c'est ce courant qui s'opposerait au spécisme, donc qui veut abolir au plan moral la différence entre les espèces, entre les humains et ce qu'ils appellent les animaux non humains, pour bien insister sur l'idée que l'homme est un animal comme un autre. D'accord. Et si on était un vegan, parce qu'il y en a beaucoup, on connaît tous autour de vous, autour de moi, des gens qui sont véganes, est-ce que ce sont tous des antispécistes ? Alors non, mais en revanche, par contre, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que les antispécistes sont a priori, s'ils sont cohérents avec leurs idées, tous véganes. Le véganisme, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que c'est un mode de vie très exigeant, qui correspond souvent à un ordre de valeurs assez radical, puisque le vegan ne consomme pas de viande, mais aussi pas de poisson, pas d'œufs, et en fait aucun des produits qui sont d'origine animale. Donc pas de lait, pas de miel, pas de cuir, rien du tout. Mais c'est un mode de vie qui ne correspond pas forcément à une vision intellectuelle. Vous avez des véganes, par exemple, qui vont expliquer que c'est par souci du climat qui vont refuser de consommer des produits d'origine animale. Là, c'est un autre débat, c'est de savoir si, par exemple, la production de viande consomme davantage d'énergie que le fait de produire des céréales. Alors que l'antispéciste n'est pas seulement végane pour des raisons écologiques ou nutritionnelles, il y a aussi des arguments nutritionnels importants en faveur de la baisse de consommation de viande, mais lui, c'est vraiment des arguments philosophiques et moraux, c'est-à-dire que c'est d'abord le regard qu'il porte sur l'animal et en miroir sur l'humain par rapport à l'animal qui le pousse à faire ce choix du véganisme. Et surtout qui le pousse, et ça va probablement nous intéresser aussi, à proposer au plan politique une vraie révolution, c'est pour ça que j'assume ce terme, dans les droits que l'on peut accorder aux animaux. Dans les termes que vous allez devoir assumer. Bon, j'ai bien compris, c'est un courant intellectuel qui a un succès croissant, et dans cet ouvrage, vous prenez le parti de considérer cette pensée comme quelque chose de sérieux, pas dérisoire. Mais est-ce que pour autant, vous, que je viens de qualifier de brillant journaliste, est-ce qu'il est sérieux d'affirmer que la préoccupation du bien-être animal, préoccupation qui est légitime, entraîne, pour reprendre le titre même de l'ouvrage, l'extinction de l'homme, rien que ça?
Alors là, vous faites semblant, mais je sais que vous ne le pensez pas tout à fait, de ne pas faire tout à fait la différence entre la préoccupation pour le bien-être animal et l'antispécisme qui ne se soucie pas seulement du bien-être animal, mais qui se soucie de la différence anthropologique entre l'humain et l'animal. Et pour faire très simple, je vais même vous dire que je pense que c'est parce que nous n'avons pas suffisamment pris en compte dans nos sociétés très industrialisées où la consommation de viande est devenue le résultat d'une chaîne industrielle parfois effroyable dans le traitement qu'elle réserve aux animaux de ferme, c'est parce que dans ce système-là, nous n'avons pas suffisamment pris en compte l'intérêt légitime des animaux et le souci de leur bien-être, que nous nous retrouvons avec en réaction maintenant ce courant antispéciste qui, prenant appui sur un fait qui est réel, c'est-à-dire que nous n'accordons pas encore suffisamment d'importance aux normes qui garantissent le bien-être des animaux que nous consommons, eh bien, va jusqu'à porter un discours qui, lui, pour le coup, est parfaitement idéologique et qui n'a parfois plus rien à voir avec le bien-être. Je prends un exemple très concret. On est en train en ce moment de discuter au Parlement d'un projet de loi qui entend par exemple interdire l'exploitation des delphinariums, c'est-à-dire des endroits où on va montrer des cétacés, souvent des orques ou des dauphins, à un public. Il ne s'agit pas ici du bien-être de ces animaux, puisque d'ailleurs toutes les études montrent qu'ils vivent souvent plus longtemps en captivité qu'à l'état sauvage, parce qu'ils sont mieux soignés, mieux entretenus, mieux nourris. Donc il s'agit encore une fois vraiment pas ici de la question de leur bien-être, mais c'est bien une question qui touche à la dignité de ces animaux. On se demande, et on peut se poser la question, après tout pourquoi pas, on se demande si la place d'un animal sauvage est dans un zoo, dans un cirque aussi, la question se pose puisque cette même proposition de loi entend interdire aussi les spectacles d'animaux sauvages. Donc vous voyez, on a déporté la question et on n'est plus du tout sur la question du bien-être. Donc je suis évidemment tout à fait favorable à ce que le débat de société, qui est déjà largement entamé, continue sur la question du bien-être. Qu'est-ce que l'on peut faire ou qu'est-ce que l'on ne peut pas faire par rapport aux animaux que l'on exploite. En revanche, je me méfie de ce risque idéologique qui est de dériver vers une autre question, à savoir, au fond, les animaux sont-ils nous semblables ? Il n'y a-t-il entre eux et nous que des différences de degrés ? Et je vais même être encore plus précis, je crois vraiment que l'on se trompe de raisonnement si l'on entend garantir le bien-être des animaux à partir de droits qu'on leur accorderait. J'entends même de droits positifs. Vous avez les droits négatifs, c'est-à-dire celui de ne pas être tué, celui de ne pas être exploité, mais au-delà de ça, il y a des antispécistes qui vont jusqu'à proposer des droits positifs comme le droit à être éduqués, c'est-à-dire qu'on leur inculque nos comportements pour qu'ils puissent vivre en société avec nous. Il y en a qui parlent même d'une citoyenneté animale. Eh bien là, on part de l'idée que l'animal aurait des droits, c'est-à-dire que sa vie serait suffisamment digne pour justifier ce que l'on accorde ordinairement qu'aux hommes. Or, je pense que nous devons au contraire nous préoccuper des animaux à partir de notre responsabilité en tant qu'homme, car l'homme étant une personne au contraire de l'animal, il est le seul à pouvoir disposer de droits, mais également de devoirs. Et c'est au nom de ces devoirs et de cette responsabilité que nous avons à l'égard du vivant dans son ensemble que nous pouvons aller plus loin sur la prise en compte du bien-être animal. Alors je reviens sur cette notion de révolution antispéciste. Vous dites qu'elle a largement débordé les campus ou les colloques entre initiés. Elle s'est développée, elle s'est diffusée dorénavant dans la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut la prendre au sérieux. Et elle se résume pour vous en 3 stades: éthique, culturel, politique. Est-ce que vous pouvez me répéter et me donner des précisions sur ces 3 stades ? Oui, c'est une façon que j'ai utilisée pour essayer de raconter l'histoire de l'antispécisme depuis ses origines, il y a une quarantaine d'années, au moment où Peter Singer écrit La Libération animale, donc on est en 1975, et c'est vraiment pour moi le moment marquant, le début de l'aventure antispéciste. Cet auteur, qui est d'ailleurs encore vivant de nos jours, Peter Singer, a eu un succès retentissant, c'est un best-seller, traduit dans la plupart des pays du monde. D'ailleurs, traduction française qui vient plus tard, ce qui est intéressant, parce que ça montre que l'antispécisme est d'abord un courant d'idées très anglo-saxon, peut-être aussi qui prend plus facilement dans des pays avec une tradition protestante que dans nos pays catholiques où nous avons pour le coup une anthropologie beaucoup plus claire. Et en plus de ça, bien sûr, la France étant le pays de la gastronomie, c'est plus difficile de faire avancer l'agenda de la cause animale. Donc Peter Singer, en 1975, a une réflexion qui est morale. C'est-à-dire que lui, il se pose la question tout simplement de savoir quel est le comportement que nous devons avoir, ou à l'inverse, quels sont les actes que nous ne pouvons plus commettre à l'égard des animaux. C'est presque de la casuistique, on rentre dans des considérations parfois d'une précision extrême, d'une méticulosité qui en dit long sur le souci qu'a Peter Singer réellement de révolutionner la pensée morale. Il va faire des distinctions très fines en fonction des animaux et de leurs capacités, lesquels souffrent, lesquels ne souffrent pas ou n'ont pas conscience de leur douleur s'ils n'ont pas un système nerveux suffisamment développé. Et à partir de là, quels animaux peut-on consommer, quels autres doit-on au contraire respecter. Donc ce stade moral débouche sur un stade philosophique qui est en fait une sorte d'approfondissement de l'ontologie animale, plus seulement de la morale que l'homme doit avoir à son égard,
regard, mais réellement de la question de l'essence de l'animal. Et ça, c'est porté par des penseurs qui se sont illustrés dans les courants de la déconstruction en mettant en cause d'abord d'autres différences naturelles. Je pense par exemple à la différence des sexes. Il y a un prolongement naturel de la pensée queer qui prône l'indistinction des sexes à la pensée antispéciste qui prône l'indistinction des espèces. La figure charnière un petit peu étant par exemple Donna Haraway qui était une grande penseuse du féminisme queer. Voilà, et qui donc a ensuite assez naturellement au fond dans sa négation de l'idée de nature et donc aller jusqu'à remettre en cause l'existence des espèces. Et puis Jacques Derrida en France a prolongé aussi cette réflexion. Donc ce stade philosophique n'est pas encore suffisant parce qu'on est encore dans des considérations très abstraites et très intellectuelles. Et il a pourtant fallu que l'université, notamment en France, moi j'ai fait mes études à l'École normale supérieure, c'est par exemple là que j'ai eu vraiment connaissance de toutes ces thèses qui sont depuis des années discutées entre universitaires et gens extrêmement brillants mais qui vivent dans un microcosme dont les idées ne pénètrent pas l'ensemble de la société, ne se diffusent pas. Et donc il faut la politique pour cela. Et la façon dont l'antispécisme se diffuse aujourd'hui en politique, grâce aussi à la vulgarisation qu'ont opéré certains auteurs comme Émeric Caron, Hugo Clément, qui ont fait aussi descendre au grand public la complexité de ces thèses, eh bien ça passe par le militantisme d'une part, donc c'est pour ça qu'on a vu tout un cheptel d'associations, parfois violentes, d'autres le sont moins, mais donc qui ont vraiment porté ce combat-là dans l'arène médiatique et qui ont inscrit à l'agenda la cause animale, notamment L214 par exemple, en allant filmer des vidéos clandestinement dans les abattoirs. Et ensuite, il y a vraiment un stade politique au sens parlementaire et législatif, et ça, nous sommes en plein dedans. Ça a commencé par exemple en 2015, quand un député de la majorité précédente, Jean Glavany, a demandé à ce que l'animal ne soit plus considéré comme une chose dans le Code civil, et donc il l'a fait inscrire dans le Code civil le fait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. La prochaine étape, et c'est déjà porté par des revendications de militants antispécistes, c'est de faire entrer dans le Code civil la personnalité juridique. L'animal est une personne. Il y a des auteurs très sérieux, des grands juristes qui le réclament. Et ça va se continuer, mais de façon très progressive, de façon peut-être même insidieuse, à travers des projets et des propositions de loi qui ne seront pas directement la propagation de l'antispécisme pris au sens radical, qui iront étape par étape en réclamant l'interdiction de certaines pratiques. On commencera sans doute par telle ou telle pratique de chasse, telle ou telle pratique aussi de corrida, de mise en scène des spectacles des animaux. Mais petit à petit, on construira un monde dans lequel l'animal ne sera plus jamais et sous aucun prétexte exploité par l'homme. Vous dites que la pensée antispéciste se construit clairement, de manière totalitaire, totalisante, et forte d'une citation d'Émeric Caron. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, Émeric Caron ? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux Émeric Caron ? Il faut prendre en compte en tous les cas le tirage très important de ses exemplaires, l'audience qu'il a pu avoir sur les réseaux sociaux. Par exemple, un argument concret que je peux vous présenter, c'est que le taux de recherche Google sur le mot antispéciste explose à partir du moment où Émeric Caron publie, il y a maintenant 8 ans, un livre qui porte ce nom. Donc c'est-à-dire que vraiment il y a une opération de vulgarisation. Maintenant, moi quand j'utilise parfois des arguments portés par Émeric Caron, qui avait publié par exemple il y a 2 ans une vidéo dans laquelle il appelait de façon à moitié ironique à ne plus écraser les moustiques. J'ai des antispécistes qui m'écrivent et qui me disent « Mais attendez, vous ne pouvez pas utiliser ce clown pour résumer notre propos, nous allons beaucoup plus loin que ce qu'il dit. » Oui, mais il n'empêche que le grand public a accès à l'antispécisme souvent par l'entremise de gens comme Émeric Caron ou comme d'autres qui propagent ces idées-là et qui, au fond, je crois, trouvent un écho dans une sensibilité assez naturelle qui existe dans la psychologie sociale de notre société, de notre époque, qui est vraiment un attrait pour l'animal. Et les deux ensemble, c'est-à-dire les idées vulgarisées et cette sensibilité, cette psychologie collective qui nous pousse à nous préoccuper du sort des animaux, créent, je crois, un véritable phénomène de société et qui s'exprime déjà politiquement. Quand vous dites, vous citez Émeric Caron et vous le prenez au pied de la lettre, la protection animale et le marxisme du XXIe siècle, c'est pas de vous, c'est d'Émeric Caron, et vous dites que le schéma antispéciste est effectivement extrêmement similaire à celui du marxisme. Les animaux sont les nouveaux prolétaires du XXIe siècle. Les nouveaux prolétaires de substitution. Oui. Alors je ne cite pas seulement Émeric Caron, je cite aussi d'ailleurs d'autres auteurs qui s'inscrivent vraiment dans le courant post-marxiste. Donc c'est à partir de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau, vraiment la façon dont on essaie de transposer les schèmes marxistes, c'est-à-dire vraiment la réduction du champ des interactions sociales à une vision de domination. Il y a des dominants d'un côté, des dominés de l'autre, et l'affrontement entre les deux, l'antagonisme permanent entre les deux crée l'ensemble du champ des interactions sociales. Et bien donc ce schème-là, effectivement, qui était
enfermé dans la question sociale au XIXe siècle, a été réutilisé, réemployé pour d'autres combats progressistes plus récents. Il y a déjà des auteurs féministes, par exemple, qui ont expliqué que les femmes étaient en quelque sorte les prolétaires du XXe siècle. Eh bien, peut-être effectivement que dans l'esprit de beaucoup d'antispécistes, les animaux sont les prolétaires du XXIe. Et Émeric Caron formule ce qui est déjà un peu dans tous les esprits, et Peter Singer lui-même d'ailleurs le dit, cette idée-là, selon laquelle, au fond, l'histoire humaine serait l'histoire d'un lent et perpétuel reconditionnement moral, l'idée que nous aurions pour mission sacrée de mettre à jour toutes les dominations. Parfois, cela suppose d'ailleurs de leur part, quasiment de façon complotiste, d'imaginer un scénario selon lequel nous aurions maquillé ces discriminations, que nous les aurions enterrées à travers le langage. Ça, c'est vraiment toute la pensée de la French Theory. Tous les auteurs de la déconstruction dans les années 70 et 80 en France ont développé un petit peu cette idée, l'idée que la langue est forgée par les dominants. Donc, si je dois résumer, c'est en gros l'homme blanc européen, la grande figure du dominant par excellence, et qu'elle tend à invisibiliser les catégories dominées. Vous voyez ? Et donc ça, c'est, je crois, vraiment pour le coup un schème marxiste, c'est-à-dire l'idée que l'ensemble de la superstructure, notre langage, notre littérature aussi, les antispécistes parfois critiquent la façon dont la littérature, dont les récits, les fables et les légendes qui créent notre civilisation peuvent justement inférioriser l'animal. On voit qu'on approche parfois de la tentation aussi de la cancel culture. Eh bien donc l'ensemble de la superstructure, je reprends ce terme marxiste, servirait à asseoir une domination qui existerait depuis la nuit des temps et dont l'intérêt de dominant serait évidemment de la propager le plus longtemps possible. Vous voyez ? Et donc en cela c'est très intéressant parce que ça permet ensuite de justifier les actions les plus violentes. C'est-à-dire que si votre cause non seulement est juste, mais qu'en plus de ça elle est invisibilisée par le langage, par toute la façon dont la superstructure se protège, alors tout est permis. Vous êtes non plus seulement des déconstructeurs, mais des démolisseurs et il faut attaquer à coups de bulldozer les murs porteurs de cette civilisation oppressive. Est-ce que cet antispécisme, quand je lis les auteurs antispécistes que vous avez étudiés, et dont je vois parfois que certaines idées peuvent vraiment heurter nos principes, ou les principes généraux d'ailleurs, je me dis, est-ce qu'ils ne justifient pas ce combat pour cacher leur propre déviance, quasiment, quelquefois. Je pense par exemple à Donna Haraway, là, que vous avez évoquée. Elle se prononçait pour la zoophilie, par exemple, à travers, semble-t-il, toute son expérience personnelle avec sa chienne. Est-ce que c'est pas cette déviance sexuelle qu'elle cache avec un combat philosophique, politique, intellectuel ? Mais en fait, c'est tout simplement une déviance, point barre. Oui, alors je me garderais bien de psychiatriser à l'excès la question antispéciste, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense plutôt que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans une confusion totale au plan des idées et des concepts. Vous perdez pied avec la réalité. Parce que, pourquoi est-ce que nous pensons à travers des concepts ? C'est parce que les concepts permettent d'identifier les objets du réel, de les séparer entre eux et ensuite de nous rendre le monde habitable. C'est-à-dire que si je ne suis plus capable d'identifier ce qui me sépare de mon chien, alors l'expérience que j'ai avec lui est vécue sous le règne de la confusion la plus absolue, voire du doute permanent. Alors, une fois que vous attaquez au concept, effectivement, alors à ce moment-là, toutes les dérives et toutes les déviations, y compris celles les plus extrêmes, vous citez Donna Haraway et la zoophilie. On pourrait citer aussi, par exemple, la propension de Peter Singer à justifier l'euthanasie d'une part, même des Est-ce que c'est pas, par exemple, pour lui, la haine de l'homme, de l'humain ? Quand vous dites qu'il dit, en gros, qu'il faut supprimer les expérimentations animales, là, on peut le suivre, mais qu'on pourrait les remplacer par des expérimentations sur les humains, pour les handicapés, par exemple. C'est extrêmement logique dans la pensée de Peter Singer, c'est-à-dire que pour lui, c'est la capacité biologique qui crée le droit et qui crée la morale. C'est-à-dire que si vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez un intérêt à vous préserver dans l'être et donc personne n'a le droit de vous faire souffrir. En revanche, si vous êtes par exemple en situation de handicap, si vous êtes diminué dans votre vie biologique, alors à ce moment-là, tout est permis. Ça montre bien qu'on est face, dans l'antispécisme, on est face à un matérialisme absolu qui réduit la dignité de la vie à sa dimension biologique. Mais cette dérive-là n'est pas le propre de Peter Singer seulement. Moi, quand j'entends par exemple qu'on peut défendre la vie au sens médical, l'existence, la perpétuation de soi de façon biologique, coûte que coûte, quel qu'en soit le prix. Quand j'entends qu'on peut par exemple enfermer les gens plusieurs mois de suite, quasiment 1 an et demi chez eux, au nom justement de cette survie du corps au sens médical, eh bien, je crois qu'on s'aventure vraiment dans ce réductionnisme biologique, et c'est-à-dire qu'on a une vision extrêmement réduite, extrêmement atrophiée de l'existence, qui la ramène simplement à un donné biologique, alors que bien sûr la vie spirituelle, la vie morale, la vie artistique, tout ce qui fait que l'homme est justement un être humain et pas simplement un animal, existe aussi à son importance.
Donc vous voyez, Peter Singer, au fond, a approfondi un biais qui est présent vous partout. coupe, mais est-ce que, et c'est pas pour réduire votre message, je comprends bien, mais est-ce que ça ne cache pas tout simplement des dérives? Alors, j'ai parlé de déviance, on va parler maintenant de dérives. Il y a par exemple cette haine de l'humain qui amène certains à instrumentaliser les grandes exterminations du XXe siècle. Est-ce que finalement, ce ne sont pas tout simplement des dérives? Ah, c'est une grave dérive intellectuelle, c'est un grave trouble intellectuel. C'est pour ça que l'antispécisme, à mon avis, est extrêmement subversif. C'est-à-dire qu'effectivement, il entend porter un coup décisif à toutes nos catégories, à toutes nos façons, tous nos concepts civilisationnels, si j'ose dire. Et c'est une dérive qui est préparée de longue date. C'est pour ça que je me suis intéressé à son histoire et à sa généalogie intellectuelle. L'antispécisme est l'aboutissement de ce processus, peut-être la face émergée de l'iceberg, mais en dessous du niveau de l'eau, vous avez, j'ai déjà évoqué la cancel culture, vous avez la déconstruction, vous avez peut-être plus largement aussi une forme d'impensé dans l'humanisme, qui est un humanisme presque solipsiste, c'est-à-dire coupé de toute référence au transcendant ou au surnaturel. Et cet humanisme-là, finalement, est peut-être insuffisant pour garantir à l'homme une garantie par rapport à sa prééminence dans le vivant. Vous voyez, donc tous ces éléments-là sont préparés de longue date. Et c'est une dérive qui, à mon avis, peut aller très loin, puisque cette confusion peut déboucher demain sur un monde où les intérêts des animaux et ceux des humains seront pris à égalité, c'est-à-dire, au fond, un monde où on n'aura plus le droit de préférer la vie de son semblable à la vie de son chien. Plus je vous lis, et là encore c'était une critique que je veux positive, mais néanmoins plus on vous lit dans cette démonstration qui est implacable d'ailleurs sur ce projet antispéciste, mais plus on le lit, plus on voit la scolarisation des animaux, la suppression de la prédation au sein du monde animal. Vous avez un chapitre sur le lion et la gazelle qui est à la fois effarant et hilarant, mais on se dit au fur et à mesure que je vous lis, je me disais mais finalement est-ce que c'est pas tout simplement une utopie qui va pas déboucher sur du concret et finalement on craint rien? Je vous apprendrai rien en vous disant que les plus grandes utopies de notre histoire ont parfois pu être aussi les plus meurtrières et ont parfois eu des conséquences tragiques sur l'histoire des hommes. Et que parfois leur échec est encore plus grave que leur réussite. Non, c'est effectivement une utopie. C'est en gros, je vais le dire parce que vous n'avez pas osé employer le mot, c'est Disneyland. C'est résumer en fait les relations entre les humains et les animaux à un dessin animé pour enfants de 3 ans. Parce qu'il y a vraiment ça, c'est-à-dire un anthropomorphisme sidérant. On veut prêter aux animaux des sensations, des expressions, des émotions qui sont propres à l'homme, qui est appuyé quand même sur des découvertes scientifiques aussi, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on instrumentalise la connaissance qu'on a du vivant, les belles découvertes qu'on fait dans l'exploration du monde sauvage par exemple, l'intelligence animale, tout ça est donc instrumentalisé, et effectivement, la première tentation qu'on a, c'est celle de vouloir en rire et de se dire tout cela n'est pas très sérieux. Alors rassurez-vous, ceux qui propagent ces idées-là sont des gens extrêmement sérieux, plus que sérieux, ce sont des gens qui sont introduits dans le microcosme, c'est-à-dire que je cite dans ce livre des gens qui sont des professeurs d'université extrêmement reconnus, des gens qui sont parmi les philosophes les plus cités dans tous les travaux universitaires aujourd'hui encore à l'université, des gens aussi qui sont des députés, des décideurs politiques, donc qui sont en situation d'ores et déjà de donner à cette utopie une application pratique concrète. Donc non seulement ces gens sont sérieux, mais en plus de ça, ils disposent de plus en plus des leviers d'action qui leur permettent maintenant de donner libre cours à cette utopie sans limite. Moi j'y vois même la preuve d'une forme de démiurgisme, l'homme qui entend abolir définitivement la souffrance dans l'univers, c'est quasiment l'homme qui se prend pour Dieu. Et évidemment, il se rendra tôt ou tard compte qu'il n'en a pas les moyens et ce sera probablement chez lui source d'un immense désespoir. J'ai compris que tous les antispécistes étaient véganes, que tous les véganes n'étaient pas antispécistes, tous les antispécistes ne sont pas non plus écologistes. Absolument. Et qu'il y a des fois vraiment oui. des démonstrations qui sont absolument opposées entre écologistes et antispécistes. C'est fondamental. Alors de fait, les antispécistes et les écologistes souvent mènent des combats communs. Les écolos aussi s'en prennent à la consommation de viande par exemple. Mais même si parfois on peut avoir l'illusion qu'ils avancent main dans la main, en réalité ce sont deux approches totalement différentes. Pour faire simple, l'écologiste veut protéger le vivant, en fait protéger l'univers pour transmettre aux générations futures un écrin pour que leur vie soit aussi belle et aussi enviable que la nôtre aujourd'hui. L'antispéciste, lui, se moque du bien-être des humains pris isolément du reste du vivant. Il s'intéresse à équité, au bien-être de tous les individus présents sur la planète. Et donc, par conséquent, c'est une forme de décentrement où cette fois-ci, la vie animale mérite d'être protégée pour elle-même et pas simplement pour le plaisir qu'elle procure à l'être humain. Donc, par exemple, l'antispécisme se moque bien de la préservation de la biodiversité, puisque
que d'ailleurs il ne reconnaît pas l'existence des espèces et que la biodiversité, c'est justement vouloir sauver la diversité des espèces. Et je vais même plus loin, l'antispécisme n'est possible qu'à condition d'accélérer l'artificialisation de notre rapport à l'univers pour des raisons très simples, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas concrètement avoir un régime de vie parfaitement vegan sans complémenter votre alimentation en vitamine B12 qui est synthétisée en laboratoire, sinon vous serez carencé. Si vous voulez par exemple prendre au sérieux ce projet de la fin de la prédation dans le monde vivant, ça passe par des solutions qui sont peut-être utopistes, mais qui, auxquelles on peut réfléchir. C'est un steak qui de serait soja jeté au lion. C'est ça, en fait, soit donner une alimentation artificielle aux lions, soit même modifier leur génome, créer des vastes enclos sauvages pour les herbivores d'un côté, pour les prédateurs de l'autre. Ce qui est présenté et prévu, hein, c'est pas une invention de votre... C'est envisagé. Non, mais par exemple, certains, et ça aussi je n'invente rien, ça existe dans le courant antispéciste, certains prônent l'extermination de toutes les espèces sauvages qui sont incapables de vivre en paix les unes avec les autres. C'est ce qu'on appelle le mouvement pour la réduction de la souffrance des animaux sauvages, RWAS en anglais. Et donc ce projet-là fait partie aussi de la mouvance antispéciste. Et je vais encore un petit peu plus loin. L'alimentation de demain, mais on est déjà en train de préparer cela aujourd'hui avec des investissements qui se chiffrent à hauteur de milliards de dollars, passera peut-être par une synthétisation massive à grande échelle de viande dans des laboratoires, c'est-à-dire en fait on va produire de la viande qui sera développée in vitro à partir de cellules embryonnaires. Donc tout cela se passe encore une fois vraiment dans des laboratoires chimiques et donc on pourra consommer de la viande qui n'aura pas été prélevée sur l'animal. Qu'est-ce que c'est si ce n'est effectivement une accélération de l'artificialisation et de l'industrialisation de la production de viande? On est bien loin des grands préceptes écologistes. Les steaks Pfizer et Moderna. Alors, dernier point, il y a quand même un point entre les écologistes et les antispécistes, c'est quand même le recours à la violence. On voit quand même la violence écologiste dans les municipalités. Alors c'est une violence qui est une violence faite aux électeurs et aux concitoyens, pas une violence physique. Puis il y a la violence physique des antispécistes, par exemple, on l'a vu avec des bouchers attaqués de manière violente, physiquement agressés. Alors je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, je me méfie de cet argument-là parce que vous trouverez toujours, et il y en a beaucoup, et ils sont même majoritaires dans l'antispécisme, des militants non violents. Ne serait-ce que parce que leur courant de pensée, justement, prône la non-violence à l'échelle universelle. Donc, c'est pas un argument suffisant pour discréditer l'ensemble de leur thèse, même si vous pourrez tout de même trouver dans la pensée antispéciste une radicalité qui justifie parfois cette violence. Prenons un exemple très simple. Si vous prenez au sérieux l'argument selon lequel les bouchers, les éleveurs aujourd'hui sont l'équivalent des criminels nazis d'hier, et donc que les camps de concentration se perpétuent aujourd'hui à travers l'abattage de la viande. C'est Solveig Alloin. C'est ce que dit Solveig Alloin, mais elle n'est pas la seule. Vous avez même des descendants de personnes déportées qui portent ce discours-là. L'auteur qui a écrit Un éternel Treblinka avait lui-même été déporté, donc il va jusqu'à vraiment faire la métaphore entre, d'une part, les camps de concentration nazis qui ont exterminé des humains, et aujourd'hui les abattages où on va exterminer des animaux. Donc, si vous prenez au sérieux cet argument-là, alors à ce moment-là, toute résistance, fût-elle violente, est légitime, puisque vous êtes face à des criminels qui seront un jour jugés pour crimes contre l'animalité, vous voyez. Donc forcément, dès qu'on est dans une pensée radicale qui ne souffre aucune limite, aucune mesure dans ses prétentions, alors effectivement la violence paraît parfois légitimée. D'autre part, et ça c'est très important de le comprendre, je crains que l'antispécisme n'ait pas besoin d'être violent pour triompher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principaux courants philosophiques de notre société, c'est-à-dire le décentrement à l'égard de nous-mêmes, quelque part même la honte anthropologique, le fait que l'homme a honte de ce qu'il est et a honte de sa prééminence au sein de la nature. Tout ce qui humanise son existence et qui est aujourd'hui rejeté, que ce soit la culture, que ce soit la spiritualité, que ce soit même notre rapport à l'histoire, eh bien, donc tous ces courants-là qui font partie vraiment de notre inconscient collectif préparent demain la victoire de l'antispécisme. Et ça se fera sans violence, ça se fera de la façon la plus naturelle du monde, par la pénétration de ces thèses, pour l'instant à l'université et dans les endroits où on prend des décisions politiques, demain dans l'ensemble de notre société. J'ai cherché dans le livre quelle était la raison suprême de tout cela, comment on en était arrivé à cela. Je l'ai trouvé page 176, à travers une toute petite phrase, mais que j'ai trouvée importante, et je vais vous demander d'y réagir. Force est de constater qu'en supprimant toute idée de Dieu, l'homme a sans doute cherché à l'éliminer, plus à l'éliminer qu'à le remplacer. Dieu, dans tout cela, quel est son rôle, quelle est sa mission? C'est-à-dire que Dieu, pendant des siècles... On est loin de l'ouvrage, oui, au détour d'une phrase. Mais Dieu, c'était la garantie de la supériorité de l'homme, mais de façon naturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que l'homme est créé à l'image de Dieu, la question de la suprématie de l'homme au sein du vivant ne se pose pas. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a une société qui a perpétué cette idée-là, humaniste, de la prééminence de l'homme, mais qui a aboli la référence à Dieu. C'est un défi qui nous est posé, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons pouvoir continuer de croire en nous-mêmes sans nous référer à un ordre transcendant. Je pense, très sincèrement,
que l'homme de bonne volonté trouve dans toutes les manifestations du génie humain, c'est-à-dire tous les moments où la vie humaine accède à quelque chose d'universel et de spirituel. Et je crois vraiment que dans notre histoire, nous avons suffisamment de grands génies et de grands artistes pour retrouver cela. Et bien tout cela nous parle de l'homme comme supérieur infiniment, enfin de façon irréductible à l'animal. On ne trouvera jamais Mozart, on ne trouvera jamais Molière, on ne trouvera jamais de grands artistes, de grands peintres parmi les animaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à cette vie de l'esprit qui est le propre de l'homme. L'extinction de l'homme, c'est un ouvrage, on vous aura prévenu, il faut vraiment le lire parce que vous allez découvrir un combat et avoir surtout les arguments pour y répondre. Merci beaucoup, Paul Sugy, d'avoir fait à la fois ce travail et d'être venu le présenter sur TV Liberté. Merci beaucoup. Merci à vous.